Bienvenue à toi dans cette nouvelle analyse de patrimoine. Cette semaine, on va reprendre un peu les bases parce que on va découvrir le patrimoine et les projets d'un étudiant de 21 ans qui démarre et qui souhaite atteindre la liberté financière. Alors, notre profil est un étudiant célibataire qui a 21 ans, qui n'est pas imposé. Alors, j'imagine que il est encore en études, donc forcément, il gagne pas d'argent pour l'instant. Il a mis des revenus mensuels nets de 150 €, donc peut-être éventuellement la CAF pour l'aider à payer son loyer, je suppose. Il me dit un profil de risque dynamique, une épargne de précaution de 150 €, alors je trouve plutôt faible pour une épargne de précaution, parce que même si j'imagine qu'il doit vivre encore chez ses parents et qu'il n'a pas trop de charges, je pense que l'épargne de précaution doit être cap d'un peu plus de 150 €, mais on va voir après ce qu'il a. Ensuite, il précise une capacité d'épargne mensuelle de 500 €, alors je pense que notre ami s'est soit trompé, soit il s'est projeté, parce que s'il gagne 150 € par mois, c'est compliqué d'épargner 500 €, mais j'imagine que c'est soit un capital qu'il a, soit des futurs revenus sur lesquels il se projette. Et donc il me dit, je dis ça, j'explique de vive voix pour ceux qui sont en podcast, je vais avoir la chance de percevoir une transmission de 50 000 € dans l'année, je pense répartir cette somme avec 30 000 en bourse, en suivant la même stratégie qu'actuelle, une stratégie full ETF et une surexposition volontaire au marché US, 20 000 sur les CPI que j'ai déjà choisi, Remake Live, Activimo, Épargne-Pierre, Actixia, Cadence 12, on va voir après dans le détail, via une assurance vie que j'ai ouverte récemment afin de prendre date. Sur cette dernière, l'idée serait de réinvestir les loyers perçus pour faire grossir l'enveloppe jusqu'à bénéficier de l'avantage fiscal et par la suite, soit de continuer à réinvestir les loyers, soit commencer à bénéficier des revenus en fonction de ma condition de vie. Penses-tu que c'est une bonne idée? Écoute, on va voir tout ça dans le détail. On va déjà voir son allocation actuelle globale, ce qu'il a déjà mis en place, ce qu'il prévoit de mettre en place et est-ce que c'est une bonne idée. Je vais en profiter pour détailler cette stratégie de SCPI via assurance vie que je trouve qui est très peu finalement expliquée et exposée, et je vais te montrer avec des simulations pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, et on va voir si, dans l'exemple de notre étudiant, si c'est pertinent pour lui. Je vous partage rapidement ce qu'il m'a envoyé, c'est assez intéressant. Sur les 50 000, il s'est fait quand même un petit graphique pour ce qu'il prévoit de faire. Il prévoit donc du coup faire comme il a dit à peu près 60% en bourse, donc 30 000 en bourse, 15 000 en SCPI, et on va dire 10% en exotique entre du crowdfunding IMO et de la crypto. Donc voilà, profil de risque clairement dynamique, parce qu'on a la majorité qui est sur des actifs à risque, et il a quand même les actifs assez peu risqués comme sont les CPI, même si bien sûr il y a des risques aussi sur des CPI, il a mis 30%. Je note qu'il a rien prévu en vraiment pur sécurisé, type fonds euros, fonds monétaires ou même obligations qui est un peu moins risqué. Il a rien prévu là-dessus, donc en même temps, il est jeune, il a le temps, donc ça se comprend aussi. Mais par contre, je vais aller quand même regarder son épargne de précaution et on va voir un peu ce qu'il a quand même de côté pour voir s'il prend peut-être un peu trop de risques ou pas pour son âge. Donc si on regarde son allocation par enveloppe, on voit qu'il a 6 000 € aujourd'hui sur des livrets, donc 5 000 € sur son livret A et 1 000 € sur son LDD. Donc c'est ce que je pense son épargne de précaution. Donc j'imagine que c'est pas les 150 € qu'il a mis, mais je pense que il a 6 000 € du coup d'épargne de précaution, ce qui ne me paraît pas vraiment déconnant au vu de sa situation. Alors évidemment, j'ai pas les détails de où il vit, comment il vit et tout, mais j'imagine qu'à 21 ans en tant qu'étudiant, quand on n'a pas de revenus, j'imagine que il vit soit chez ses parents, soit il est dans des résidences étudiantes où il doit avoir très très peu de charges. Donc je pense que d'après ce qu'il a renseigné en tout cas, les 6 000 € d'épargne de précaution devraient suffire aujourd'hui à sa situation. Donc je trouve que c'est super déjà finalement qu'il se lance déjà à 21 ans dans tous ces investissements-là et tout l'intérêt qu'il a. Mais voilà, petit warning, j'ai envie de dire que le jour où il commencera à avoir un travail, un appart et peut-être un peu plus de charges, peut-être qu'il faudra penser à augmenter cette épargne de précaution pour que ça couvre au moins 3 à 6 mois de dépenses quand il aura les dépenses, on va dire, de la vie courante. Ensuite, qu'est-ce qu'il a? Donc, il n'a pas de sécurité, il n'a pas de liquidité de fonds sécurisés comme du fonds euro, du monétaire, des comptes à terme ou des PEL. Il a tout laissé finalement sur ses livrets, ce qui n'est pas forcément déconnant. Ensuite, en bourse, il a 3 500 € sur son PEA, 1 000 € sur son compte titre et 500 € d'équivalent action sur son assurance vie et 500 € de SCPI en assurance vie aujourd'hui, et il a 1 200 € de crypto. Donc voilà, son patrimoine actuel, il est de 7 000 €, donc normal, il démarre, il a 21 ans, il part de rien, donc je trouve que c'est super intéressant finalement de prendre un profil de quelqu'un qui démarre et de voir qu'est-ce qu'il a mis en place, voir si c'est pertinent, et est-ce que ses projections sont réalistes, et est-ce qu'il y a des choses à optimiser dans son parcours. Alors j'ai choisi volontairement ce profil parce que dans les derniers sondages que j'ai faits, il y en a certains qui me reprochaient un petit peu des fois de prendre des patrimoines un peu trop gros, et pas mal de gens se reconnaissaient pas dans ces patrimoines-là. Donc volontairement, j'ai pris un patrimoine de quelqu'un qui débute, de jeunes investisseurs, pour que il y ait une frange de mon audience qui puisse y retrouver, ou tout simplement ceux qui découvrent ou ceux qui débutent puissent revoir un peu les bases, voir ce qui est bien fait, ce qu'il y a de bien à faire quand vraiment on part de zéro. Donc on voit qu'il a aujourd'hui 70% de son patrimoine en bourse,
0% en sécurisé, même s'il a bien sûr son épargne de précaution que j'ai mis à part les liquidités et le sécurisé, et il a 23% en exotique. Donc il n'a pas de résidence principale, donc forcément son allocation actuelle est la même avec ou sans RP. Donc sur la partie sécurisée, on passe vite parce que bah, voilà, il a rien mis, alors il a mis 3 €, mais je pense qu'il n'a pas dû faire exprès. Sur la partie bourse, ce qui va nous intéresser. Donc aujourd'hui, il a donc un PEA, un compte titre et une assurance vie, donc il a ouvert les 3 enveloppes phares, j'ai envie de dire, à part le PER, mais comme je dis souvent, le PER intéressant souvent quand on est un TMI supérieur à 30% et quand voilà, on est OK pour bloquer l'argent jusqu'à la retraite légale de l'État. À mon avis, aujourd'hui, il n'est pas concerné parce qu'il est tout simplement pas imposé, donc pour lui, aucun intérêt pour l'instant. Du coup, il a privilégié le PEA, a priori, hein, il a 3 500 € son PEA. Il a pris un Amundi MSCI World et le iShares MSCI World, qui sont les deux ETF qui suivent l'indice MSCI World, donc l'indice monde, hein, qui comprend 1400 plus grosses boîtes des pays développés qui sont regroupées dans un seul indice. Et je trouve ça assez intelligent parce que on pourrait dire que ça fait un doublon d'avoir deux ETF qui sont exactement pareils, mais en réalité non, parce que pour le coup, il suit le même indice certes, mais il a diversifié en termes d'émetteurs. Donc pour le coup, je trouve qu'avec les montants qu'il a, pas forcément ultra pertinent, mais des patrimoines un peu plus élevés, je trouve que ça commence à être vraiment pertinent d'avoir 2 émetteurs différents qui suivent le même indice, justement pour diversifier en termes d'émetteurs. Si demain, il y en a un qui fait faillite ou il y a un problème avec Amundi ou BlackRock, ce dont je doute quand même assez fort, mais sait-on jamais, c'est quand même rassurant de se dire que voilà, on a quand même diversifié en termes d'émetteurs. Donc je trouve que la philosophie et la stratégie qu'il a adoptée est intelligente en termes de diversification, même si sur le même indice, il a diversifié en termes d'émetteurs. Encore une fois, vu les montants, je pense que s'il avait tout mis chez le même émetteur, ça n'aurait pas été grave, mais vu qu'il démarre, en réalité, si on parle de la proportion de son patrimoine, on parle quand même d'une belle proportion de son patrimoine, je comprends tout à fait qu'il ait souhaité diversifier au vu de son patrimoine. Ensuite, il a choisi un MSCI World Infotech sur le compte titre à hauteur de 1000 € et un S&P 500 sur l'assurance vie. Alors ça, je sais, je vais me répéter, je le dis régulièrement, je suis pas très pro mettre des ETF sur l'assurance vie parce que on a la chance d'avoir le support qui s'appelle le PEA, qui est qui a les mêmes avantages fiscaux que l'assurance vie dans les grandes lignes, hein, même si sur le PEA c'est encore mieux même parce qu'on doit attendre que 5 ans et non 8 ans pour ne pas payer d'impôts et sur lequel on paye uniquement la CSG. Et la grande différence, c'est que on n'a pas de frais de gestion sur le PEA, alors que sur l'assurance vie, même sur les meilleures assurances vie, on payera au mieux du mieux 0,5% de frais de gestion. Donc du coup, c'est 0,5% de frais de gestion sur le capital que l'on s'économise quand on investit directement sur le PEA plutôt que sur l'assurance vie. Alors bien sûr, il y a des cas où investir en ETF sur assurance vie pourrait être intéressant en fonction des objectifs. Si on veut la dynamiser notamment, si on veut préparer la transmission. Là, je pense qu'à 21 ans, je pense que la transmission, c'est encore un petit peu loin. Donc, moi, pour lui, voilà, vu qu'il a 21 ans, qu'il a un horizon de temps long terme, qu'il a un profil de risque dynamique, j'aurais plutôt tendance à utiliser l'assurance vie pour d'autres supports, notamment les CPI qu'on va voir après, plutôt que pour mettre des ETF. Pour le coup, voilà, j'aurais plutôt renforcé le PEA au maximum. Ensuite, sur le MSCI World Infotech, donc du coup, c'est un ETF thématique qui a pour but de répliquer le MSCI World, mais sur lequel on va filtrer les boîtes qui sont que sur la tech. Donc, pourquoi pas, c'est des ETF thématiques. Moi, je suis pas ultra fan des ETF thématiques. Généralement, ils sont assez chargés en frais et généralement, on est sur des hypes. Alors, pour la tech, c'est un peu différent parce que on pourrait se dire que voilà, si ça se rapproche de l'indice Nasdaq, ça pourrait être pertinent. Mais je connais pas cet ETF là, il m'a pas mis l'ISIN. Donc, je l'invite quand même à regarder les frais pour vérifier quand même que ils exagèrent pas sur les frais juste parce que c'est un ETF thématique. Et je me dis, si il y a le double de frais, pourquoi pas plutôt prendre un ETF Nasdaq qui va suivre, je pense, on va dire un indice qui va être assez similaire aussi. Et ensuite, sur ses projections, alors je trouve ça intéressant qu'il se projette sur le si long terme, il prévoit du coup donc 50% de son allocation sur un iShares MSCI World, donc sur le TF Monde iShares, à hauteur de 150 000 €, ce que je trouve intelligent parce que du coup, il exploite au mieux finalement la niche du PEA que sont les 150 000 € qu'on peut verser. Alors, je suis en train de voir qu'il a mis 150 000 sur le iShares. Du coup, c'est-à-dire que ça contredit un peu ce que j'ai supposé de ce qu'il a fait. Je pense, il ne l'a pas dit, mais j'imagine que il a dû commencer à investir sur le CW8, donc le ETF d'Amundi. Et je pense quand le ETF iShares est sorti, il a complété avec le iShares. Je suppose qu'il a finalement fait ça, raison pour laquelle il a tout mis sur le iShares. Et là, voilà, au vu de ces montants-là, quand même 150 000 € sur un seul ETF,
je maintiens quand même l'idée et la petite optimisation de se dire, bon, avec ces montants-là, quand même 150 000 euros, avoir 75 000 sur le iShares, 75 000 sur le Amundi, ce serait pas déconnant pour diversifier en termes d'émetteurs. Ensuite, il prévoit de mettre 120 000 euros sur le compte titre sur un ETF S&P 500 et un MSCI World Infotech sur l'assurance vie. Alors, là, je pense qu'il a inversé, du coup, parce qu'il avait mis les deux sur ce qu'il avait actuellement, et là, sur la projection, il a inversé. Donc là, pourquoi pas, du coup, pourquoi pas, une fois qu'il a complété son PEA, là, c'est complètement pertinent d'aller mettre des ETF sur l'assurance vie. Là, ça me paraît beaucoup plus pertinent, et compléter aussi sur le compte titre. Mais pour moi, la priorité des ETF larges indiciels, comme le MSCI World ou le S&P 500, doit être sur le PEA parce que ça regroupe tous les avantages qu'on a vus. Donc, fiscalité intéressante et faible frais. Donc j'ai envie de dire, sa stratégie est vraiment très bien, surtout pour son âge. Je trouve que voilà, ce qu'il a fait, c'est vraiment génial. Ensuite, on va aller jeter un petit coup d'œil sur ses SCPI. Donc, il a mis 500 euros sur Remake Live sur l'assurance vie. Donc, j'imagine qu'il a dû prendre l'Inxa Spirit 2 au vu des SCPI qu'il m'a cités, donc ces 4-là notamment. Donc, je vois que les 20 000 euros dont il nous a parlé, enfin 15 000, je crois qu'il nous avait dit, il les a répartis de la sorte avec une majorité sur Remake Live. Il a mis 40% sur Remake Live, 20% sur Activimo, 20% Altixia Cadence 2 et 20% sur Épargne Pierre. Donc, je trouve que c'est aussi un choix réfléchi. Je sais pas si s'est formé chez moi ou pas avec SCPI Express, mais en tout cas, je suis ultra en phase avec son portefeuille parce que il a à la fois deux SCPI ultra diversifiés, donc en termes d'actifs et géographiques, avec Remake Live et Altixia Cadence, avec Altixia Cadence qui est une SCPI un peu plus ancienne, avec frais d'entrée, mais aussi avec plus d'historique, donc un peu plus de vécu. Remake Live qui est plus récente, mais aussi qui verse un rendement plus élevé et sans frais d'entrée, ce qui est quand même un outil magique aujourd'hui, parce qu'on peut le mettre sur une assurance vie. Donc il a, je dirais, un cœur de portefeuille des SCPI assez solide entre Remake Live et Altixia, qui sont des SCPI diversifiés. Et il a mis, on va dire, des SCPI satellites, on va dire plus de conviction, avec Activimo, qui est un peu la seule SCPI dispo sur assurance vie, qui a une spécialité logistique. Donc j'imagine qu'il a une conviction assez forte sur la SCPI de logistique. Et ensuite, il a précisé qu'il souhaitait mettre à peu près 100 000 euros de SCPI en direct, donc j'imagine à crédit. Et il a cité Quorum, Transition Europe et Hirokozen, ben voilà ce qu'il m'a dit, futur projet à crédit. Donc pareil, très bon choix, c'est des SCPI voilà, très solides, en plus des SCPI plutôt à l'étranger, donc du coup qui va limiter l'impact fiscal. Alors là, il y a quand même deux choses que j'aimerais ajouter. La première, c'est que Hirokozen aujourd'hui est dispo sur l'Inxa Spirit 2. Alors j'imagine que quand il m'a envoyé son tableau, c'était pas encore le cas, donc je pense qu'aujourd'hui il est au courant. S'il ne l'est pas, je te le dis, c'est dispo Hirokozen sur l'Inxa Spirit 2, donc tu pourrais éventuellement l'intégrer à ton assurance vie et garder celles qui ne sont pas dispo sur assurance vie en direct. Après aussi, sur le global, il a une TMI qui est de 0 aujourd'hui. Donc en réalité, le faire via assurance vie, ça pose question quand même, parce qu'aujourd'hui, s'il reçoit ses loyers directement sur son compte en banque, il va être quasiment pas imposé. Il va être imposé qu'à la CSG, donc à 17,2. Donc en réalité, c'est même encore plus intéressant, parce que sur l'assurance vie, il y aura quand même les frais de gestion et il payera quand même les 17,2 au moment de sortir. Donc même avec les abattements et compagnie. Donc en réalité, aujourd'hui, en TMI 0, je vois pas forcément l'intérêt de mettre des SCPI via assurance. Mais je pense encore une fois que vu qu'il est jeune, qu'il a 21 ans et qu'il se projette sur le long terme, j'imagine qu'il se projette avec une TMI plus grande et il a raison. Et dans ces cas-là, si c'est bien son projet et sa philosophie, effectivement, je comprends tout à fait qu'il est mis via assurance vie parce que le jour où il va travailler, qu'il va avoir des revenus et qu'il va être à partir du moment où il est en TMI 11 et surtout en TMI 30, forcément, les SCPI, quand on est en pleine propriété et que surtout quand on a des SCPI qui sont en France, on se fait allumer au niveau des impôts. Donc, ça me paraît pas déconnant. Si c'est bien sûr son objectif et s'il a bien pensé à tout ça, ça me paraît pertinent de le faire via assurance vie. Si par contre, il prévoit pas forcément de gagner beaucoup, je sais pas s'il prévoit d'avoir un boulot qui est au SMIC ou qui reste entre la TMI 0 et 11, pour le coup, le fait de le faire via assurance vie peut poser question et ce sera étudié et vraiment le faire en direct pourrait être plus intéressant pour lui. D'ailleurs, j'en profite pour revenir sur sa question qui a été de dire l'idée serait de réinvestir les loyers perçus pour faire grossir l'enveloppe pour jusqu'à bénéficier de l'avantage fiscal et par la suite soit de continuer à réinvestir les loyers, soit commencer à bénéficier des revenus en fonction de ma condition de vie. Penses-tu que c'est une bonne idée? Alors, et c'est là où on va aller faire un peu des simulations parce que je trouve que c'est une question très intéressante qu'on pose assez peu souvent parce que souvent, les courtiers en SCPI ils vont mettre en avant que le fait de faire des SCPI en direct et jamais via assurance vie. Et généralement, ceux qui vendent des assurances vie sont rémunérés en rétrocom. Ils vont vous envoyer sur des assurances vie avec beaucoup de frais, qui reversent pas 100% des loyers et où il n'y a pas beaucoup de choix des SCPI. Donc je trouve que on parle pas assez de faire
de la SCPI Vie Assurance Vie sur des bonnes assurances vie et sur des bonnes SCPI. Et c'est ce que notre ami étudiant a fait. Donc on va aller faire des simulations, voir un peu ce que ça donne. Alors je te montre un outil, un simulateur qui est pas trop mal, qui s'appelle Immobile, même si je trouve qu'il a ses limites. Et je suis en train, moi, de construire un simulateur perso parce que j'arrive pas à trouver un simulateur qui arrive à rentrer toutes les datas que je veux pour simuler la SCPI sur assurance vie et le comparer avec le reste. Je vais te montrer d'abord cet outil-là pour qu'on ait une petite idée des projections et je vais te montrer un peu l'outil que je suis en train de construire après. Donc là, j'ai fait une simulation, donc SCPI sur assurance vie, où l'objectif c'est de les capitaliser, donc c'est-à-dire de réinvestir ses loyers. Il part avec un capital de départ de 15 000 euros, qui est son cas à lui, par rapport à l'héritage qu'il va recevoir. J'ai mis une épargne mensuelle de 0 volontairement parce que sur la comparaison avec un investissement au comptant en direct, ici, qui est ici, on pouvait pas mettre d'épargne mensuelle. Donc ça fait partie des limites que je trouve à cet outil et raison pour laquelle je crée le mien. Du coup, j'ai supposé une durée de placement de 10 ans et pas de frais d'entrée, parce qu'on considère qu'on est sur une assurance vie bonne, donc là je pense qu'il est chez l'Inxea Spirit 2, donc pas de frais de versement, frais de gestion à 0,5, parce que, encore une fois, je suppose qu'il est là-bas, et rendement des SCPI, j'ai mis 6%, parce qu'au vu des SCPI qui m'a annoncé, voilà, le rendement moyen, si on fait une pondération, sera à peu près de 6%. Bien sûr, c'est brut, hors fiscalité, mais vu qu'on est dans l'assurance vie, il n'y a pas de sujet de fiscalité, du moins tant qu'il sort pas l'argent. Et j'ai mis frais de souscription à 5%, pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il a mis Remake Live en majorité, et donc il n'y a pas de frais d'entrée, et les trois autres, il y a des frais d'entrée aux alentours de 8-10, mais si on fait une pondération globale, on devrait être aux alentours de 5% de frais de souscription globale. Donc, sur 10 ans, en réinvestissant les loyers, on arriverait à 24 000 euros sur son assurance vie. Donc on voit qu'il y a les frais, forcément, qui font du frottement avec 2 000 euros de frais, et voilà, on a à peu près 24 000 euros. Donc ça, c'est sans rajouter d'épargne mensuelle. Donc on voit qu'on a quasiment fait un x2 sur 10 ans, donc c'est plutôt pas mal. Et on voit que si on est au comptant, s'il investit ses 15 000 euros au comptant, sans épargne mensuelle, j'ai pris son cas où il est célibataire, sans enfant. Donc volontairement, j'ai mis un salaire net de 4 000 euros par an pour supposer du fait qu'il n'ait pas de revenus et donc qu'il soit en TMI 0, pour qu'il ait l'impact fiscal le minimum, en fait, même en investissant en SCPI au comptant. J'ai pris vraiment au hasard cette SCPI parce qu'elle est à peu près à 6%, pour qu'on ait le rendement le plus proche, parce qu'encore une fois, l'outil ne me permet pas de dire quel rendement on vise. J'ai mis qu'on visait un investissement initial de 15 000 euros. Mais pour le coup, j'ai pas pu mettre les frais de souscription à 5% parce que du coup, il m'a pris les frais de souscription liés à celle-là, donc aux alentours de 10%. Donc volontairement aussi, pour avoir vraiment des datas similaires avec la simulation d'assurance vie, j'ai mis qu'il n'y avait pas de revalorisation de part, même si dans les faits, sur le long terme, la moyenne est à peu près à 1% par an, mais pour simplifier et pour comparer ce qui est comparable, j'ai pas mis de revalorisation de part. On voit que ici, on a, au bout de 10 ans, 13 500 euros de capital parce que du coup, il y a les frais de souscription qui, je pense, jouent là-dessus. Mais on a quand même, heureusement, les dividendes qui sont tombés de 5 300 euros, mais ce qui nous fait finalement un total de à peu près 19 000 euros, quelque chose comme ça. VS, 24 000 euros sur l'assurance vie. Donc on voit que, encore une fois, dans notre exemple et avec les datas qu'on a, qui sont à prendre avec des pincettes, parce qu'il n'y a pas assez de data pour que je trouve que ce soit suffisamment réaliste, parce que là, il a pris quand même un impôt, il a pris le revenu foncier, mais on n'a pas pris en compte la revalorisation des parts, on n'a pas pris en compte d'épargne mensuelle. Là, j'ai vraiment à data équivalente comme j'ai pu comparer les deux, et on voit que dans notre cas, finalement, de faire marcher les intérêts composés dans l'assurance vie, ça fonctionne mieux dans ce cas-là. Et tu vois, rapidement, je te montre un outil que je suis en train de créer. Alors, il est vraiment très moche et tout, donc c'est pour ça que je le partage pas et que je te permets pas de le télécharger en description. Mais je suis en train de créer un outil où je compare les SCPI en assurance vie, où j'intègre vraiment toutes les datas. Toutes les datas, on va mettre les frais d'entrée de chaque SCPI, avec une pondération de frais moyens sur chaque SCPI, les frais de gestion d'assurance vie, et dedans, on aura l'assurance vie sans le réinvestissement des loyers, avec réinvestissement des loyers, et avec réinvestissement des loyers, plus un DCA, donc plus une épargne mensuelle, pour vraiment voir l'impact que fait la boule de neige, et en tenant compte de la sortie d'impôts, en tenant compte des abattements, tout ça. Je suis en train de faire tout ça bien au propre, et bien sûr, en le comparant avec de la simulation SCPI en direct, avec en pleine propriété SCPI française, SCPI européenne. Je suis en train de faire ça, ça prend du temps, parce que c'est un peu une usine à gaz, mais dès que c'est prêt, je te le partagerai, soit dans une analyse de SCPI, soit dans une analyse de patrimoine. C'est en cours. Et pour terminer, donc il a investi en crypto-monnaie à hauteur de 1 200 euros et aussi 400 euros sur une montre. Alors, je sais pas quel type de montre qu'il a pris, mais généralement, quand on parle d'investissement en montre, plutôt des montres de luxe, on n'est pas sur ces tarifs-là. Généralement, on est plutôt sur, si tu veux que la montre se valorise vraiment, comme sur de la Rolex, de la Philippe Patek ou des choses comme ça, on est plus sur des montres, sur au moins à 4 chiffres. Je suis pas certain qu'une montre à 400 euros
se valorise vraiment sur le long terme et doit être vu comme un investissement. Avec bien sûr tout le respect que j'ai pour la montre que tu as achetée à 400 € sur laquelle tu as dû bien te faire plaisir. Je suis pas certain en tout cas que ce soit considéré comme un investissement. Mais bon, en tout cas, j'imagine que la montre doit être magnifique quand même. Et voilà, et donc, du coup, il a investi en crypto. Alors, j'ai pas le détail de son investissement en crypto. Bon, j'imagine qu'il a dû rester quand même sur les cryptos principales. Et je pense qu'en ce moment, il doit être content au vu du bull market qu'on connaît actuellement. Donc voilà, si on revient un petit peu et qu'on tire un peu une conclusion de son analyse, moi je trouve qu'il est sur de très très bonnes bases, un étudiant voilà, qui prend le temps de s'intéresser à ses finances à 21 ans, ce que je trouve génialissime parce que tu dois le savoir, hein, le meilleur moment pour investir, c'était hier, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Il a compris que le temps fait sa force et que c'est en investissant plus tôt que les intérêts composés marcheront le mieux. Il investit en ETF sur des indices larges, il utilise les bonnes enveloppes. Peut-être la petite optimisation que moi je préconiserais, c'est peut-être voilà éviter de mettre de l'ETF sur l'assurance vie et plutôt utiliser l'assurance vie pour les SCPI, ce qu'il est en train de faire, et voilà plutôt aller mettre le paquet sur le PEA plutôt que sur l'assurance vie, parce qu'encore une fois il y a les frais de gestion qui y sont et qui ne sont pas sur le PEA, mais encore une fois ça ce n'est que mon avis. Mais sinon voilà, après sur les SCPI, je trouve qu'il a fait un très beau portefeuille, à voir en fonction de sa TMI actuelle et de comment il se projette sur le futur. S'il pense gagner 2-3 000 € dans le futur et qu'il est sur des TMI à 11 ou 30%, je pense que continuer sur l'assurance vie va vraiment être très pertinent. Il va pouvoir faire marcher vraiment l'effet boule de neige comme on a vu dans les simulations, et il pourra après sortir en plus l'argent petit à petit en profitant des abattements annuels, donc pour se faire une rente et tout. C'est une des façons de se créer une rente, hein, en sortant tous les ans l'équivalent des 4 600 € de plus-value qu'on a pour purger ses abattements et pour vivre de ses rentes, même si ce sera dans pas mal de temps. Et il pourra aussi bien sûr compléter avec de l'SCPI en direct, avec crédit, avec les SCPI qu'il a cités qui sont aussi très bonnes. Voilà, dernier petit point d'attention, je dirais que voilà, pour l'instant il a vraiment pas trop de patrimoine safe, donc pas de liquidité pour investir en cas de chute sur les marchés, donc pas de fonds euros, pas de fonds monétaires. Peut-être voilà, ce serait envisagé, si son patrimoine grossit, peut-être pourquoi pas commencer à mettre peut-être une petite poche safe, à la fois pour sécuriser un peu son patrimoine et aussi à la fois pour pouvoir réagir en cas de chute des marchés, pour pouvoir investir et racheter d'éventuelles baisses. C'est la seule petite optimisation que je verrai, même si encore une fois, il est jeune, il a le temps, donc pourquoi pas rester sur un profil dynamique comme ça. Voilà, sur ce, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux que j'analyse ton patrimoine, je te laisse postuler directement dans le lien en description. Tu auras toutes les infos pour postuler. Et puis, peut-être que j'analyserai ton patrimoine en direct. Et si tu veux télécharger ce tableau pour faire un point sur ton patrimoine, faire un point sur ton patrimoine global, sur chaque actif, et regarder ton allocation actuelle et prévoir ton allocation cible. Alors, je vais pas montrer, mais tu as aussi des beaux camemberts qui te montrent tout ça. Donc, tu sais dans le lien directement en description, c'est gratuit, tu peux le télécharger et faire un point sur ton patrimoine. Sur ce, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.